moi, je peux prendre la chose sur deux volets. Je donne par exemple l'exemple de l'Ivoirienne et Yao. Cette dame n'enseigne rien de bon parce qu'elle est dans la dépravation totale. C'est des gens qui ont un temps soit peu détruit nos mœurs parce qu'ils n'ont pas reçu eux-mêmes une éducation digne du nom pour le transmettre à la nouvelle génération. Mais par contre, il y a d'autres influenceurs et des influenceuses qui disent des choses positives que les gens peuvent prendre au sérieux. Mais dans l'ensemble, les gens ont pensé un temps ça peut que le 21e siècle est un siècle de la dépravation, où les gens n'ont pas eu le sens de l'éducation. Parce que l'éducation africaine est l'original. Bon, on dit souvent enfant et non avoir mimlan, tu comprends un peu. Sur quelqu'un, c'est-à-dire moi, selon moi, c'est ce que le veut te montre en fait. Même si ils font ci, ils font ça, toi tu ne sauras pas. Mais celui avec qui tu as vécu, tes proches, tes cousins, dans le même quartier, ce que tu as vécu ensemble, au moins tu peux passer ce genre de personnes. Entre le leur dire, et hier, mon fils, tu vois, il a fait par ici, il a pris par ici, que s'il a fait pour évoluer, c'est s'il a fait ci. Les influenceurs, ils ne montrent jamais ce qu'ils ont fait pour arriver à ce niveau-là. Ils te montrent juste à l'étape qu'ils sont. Donc imagine, ils te disent que c'est ça ils ont fait, toi tu ne vas pas croire. Mais quelqu'un qui te dit quelqu'un qui a vécu dans ton milieu de vie ainsi comme que toi, au moins toi tu peux, même si tu ne connais pas à 100% de quelque chose de lui, au moins dans 70% tu peux connaître quelque chose qu'il a fait. Mais les influenceurs, ils te montrent juste les résultats, toi tu ne connais rien. Donc je ne pense pas qu'il faut suivre les influenceurs en fait. Ceux qui parlent de sexe, des trucs bizarres là, moi j'aime pas les suivre. Mais j'aime ceux qui font les vidéos cachées et après ils reviennent pour faire le social. Je suis ce genre de personne. Il y a d'autres qui donnent les astuces sur la santé. Je les suis. Et aussi, bon, quelques-uns qui font des comédies. Quand on va parler de l'homosexualité, où vous voyez sur TikTok deux garçons qui s'embrassent, bien deux femmes qui s'embrassent. C'est des choses à condamner, c'est des choses contre nature, qu'on ne doit pas admettre en Afrique. Parce que Dieu qui a créé l'homme et la femme, Dieu sait pourquoi il a créé l'homme, il sait pourquoi il a créé la femme. Et vous allez voir quand on va vers la Bible, quand Dieu a créé Adam, le temps où il a créé Adam, il a créé Ève, Adam a dit, et maintenant, celle-ci est la chair de ma chair, l'os de mon os. Une femme qui va aller vers une femme, un homme qui va aller vers un homme. Quel enseignement on peut en tirer de ça? Donc, quand on voit dans l'ensemble ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tout n'est pas bon. Tout n'est pas bon. Et la majorité va dans la dépravation. Et ça détruit nos mœurs, nos cultures. Nous sommes africains, nous devons garder notre dignité, notre originalité. Souvent, ceux dont moi je suis les vidéos là, c'est les Nigériens. Parce que c'est ceux qui sont dans le social. Parce que tu vas voir les trucs qui montent, c'est vraiment des vidéos sensibles. Donc si moi j'aime suivre ce genre de personnes, parce que ça m'intéresse. Mais si on interdisait, les enfants qui n'ont pas reçu l'éducation digne vont penser que nous sommes en train de les priver de ce qu'ils sont en train d'aller chercher. Mais je souhaiterais que l'enfant aille à la découverte pour qu'il puisse faire la distinction de ce qui est mauvais et ce qui est bon. Parce que plutôt l'enfant connaît, maîtrise ce que vous l'enseignez, et quand il va aller faire la découverte demain ailleurs, il va dire, ah ça là je constate depuis la maison. Il saura comment s'y prendre. Et ceci, il faut sur quelqu'un, il faut sur apparemment ses parents, celui que tu connais mieux de suivre ses parents ou bien celui qui vient au même milieu que toi, quoi. Les influenceurs, tu ne le connais pas, tu ne sais pas ce qu'ils te vendent, c'est ce qu'eux veulent, ils te montrent en fait.
S'entendre avec sa belle famille est pour la femme l'un des plus grands défis de la vie conjugale. Peu sont les couples dans lesquels on note l'absence de ces genres de conflits qui font couler les larmes à plusieurs femmes mariées. Une situation déplorable due pour la plupart du temps au conflit qui oppose la belle-mère à sa belle-fille. Cohabiter avec la génitrice de son ou sa partenaire demeure un principal enjeu majeur. La vie ensemble avec la belle-mère n'a jamais marché. Ça a toujours créé des problèmes au sein du foyer. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit, à un certain niveau, il a dit, et l'homme quittera son père et sa mère, se joindra à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il a dit, l'homme quittera son père et sa mère. Maintenant, l'homme a quitté son père et sa mère, s'est uni à sa femme. Et si maintenant la belle-mère quitte son mari de l'autre côté et vient se joindre encore à ce couple ici, le problème est qu'elle finira par toujours remarquer certaines erreurs, certaines fautes de la belle-fille et va toujours chercher à s'immiscer dedans, à lui faire des reproches à gauche et à droite. Alors la belle-fille n'étant pas contente de cela, et ça va toujours créer des problèmes, des dissensions entre elle et son mari. Ça a toujours été comme ça. Et vice-versa. Vice-versa. Donc, les remarques de la belle-mère à l'endroit de la belle-fille, c'est ça qui crée le problème. Parce que l'autre, la belle-fille, n'aimerait pas toujours se voir reprocher des choses au fur et à mesure par la belle-mère. Donc, toujours, il y aura des disputes entre la femme et son mari à cause de la belle-mère qui est là. Ça a toujours été comme ça. Les faits divers l'ont toujours démontré aussi. Le problème a toujours été identique. Parce que l'homme aussi n'aimerait pas voir une belle-mère qui est toujours assise là et qui lui fait des remontrances, des observations toujours sur ses comportements envers sa fille. Le problème est toujours identique. Oui, ça peut créer, même si c'est côté de l'homme, ça peut créer, envoyer rapidement au divorce même. Une consommation excessive d'huile peut exposer l'organisme déjà à une prise de poids, au surpoids. Et quand on parle de surpoids, le surpoids fait naître à toutes sortes de maladies. On peut parler de l'hypertension artérielle, on peut parler du diabète, on peut parler des cancers même, on peut parler de plein de maladies quand le surpoids s'installe. La consommation excessive d'huile va également entraîner une augmentation du LDL cholestérol au niveau de l'organisme. Quand ce type de cholestérol est élevé au niveau de l'organisme, cela va entraîner une accumulation des graisses au niveau des vaisseaux sanguins, ce qui peut boucher ces vaisseaux, ces artères-là, empêchant une bonne circulation du sang. Et sur le long terme, cela peut même entraîner des accidents cardiovasculaires. De façon générale, un adulte ne doit pas dépasser en moyenne 3 cuillères à soupe d'huile par jour. L'idéal est même déjà d'éviter les fritures. Toute cuisson qui nous amène à chauffer notre huile avant préparation n'est pas idéale pour notre santé. Quand je veux manger du poisson, il est préférable pour moi de prendre du poisson frais que de prendre du poisson frit. Quelle que soit la bonne qualité de l'huile que j'achète, cette huile peut être la meilleure huile au monde. Quand on procède à un surchauffage de cette huile-là, la configuration de cette huile change. Et cette nouvelle configuration que les huiles acquièrent après surchauffage vont entraîner un effet plus accentué de l'élévation du LDL cholestérol au niveau de l'organisme. Et quand ce type de cholestérol est élevé, bienvenue les maladies cardiovasculaires. Sur le long terme même, on peut assister à un AVC. Donc dire que c'est pas bien de réutiliser les huiles de friture, c'est vrai. Et moi, j'ajoute qu'il est même préférable de ne même pas opter pour les fritures. Plusieurs aliments naturellement contiennent de l'huile. Quand je prends le poisson, la viande contiennent des acides gras et contiennent également le cholestérol. Le cholestérol étant classé dans les acides gras, bien sûr. Donc, le poisson, la viande contiennent de l'huile. Également, les légumineuses, les graines oléagineuses. Quand je prends l'arachide contient de l'huile. La belle preuve, on extrait de l'huile de l'arachide. Le maïs contient également de l'huile. Les céréales, de façon générale, contiennent de l'huile parce qu'aujourd'hui, nous voyons l'huile de maïs également. Donc, tous les aliments, pas tout, mais la plupart des aliments contiennent des quantités variées d'huile.
c'est pas les mêmes proportions dans tous les aliments. Au Bénin, nous avons plusieurs variétés d'huile. Et il y a des huiles qui sont riches en acides gras saturés plus que d'autres. Il y en a qui sont plus riches en acides gras insaturés que d'autres. Notre organisme a plus besoin d'acides gras insaturés que d'acides gras saturés. Mais notre organisme a aussi besoin d'acides gras saturés pour son bon fonctionnement. Les acides gras saturés se retrouvent souvent dans les huiles qui durcissent à température ambiante. C'est vrai qu'il y a quelques exceptions. À l'exemple du beurre de karité. Mais il ne faut pas exagérer dans la consommation de ce type d'huile-là. Le beurre de karité est beaucoup plus indiqué dans les usages cosmétiques. Mais si vous voulez en consommer, l'idéal c'est de ne pas du tout exagérer parce que ce type d'huile contient déjà beaucoup d'acides gras saturés. Et exagérer en acides gras saturés, c'est faire du mal à son organisme. Donc avant d'acheter vos huiles, il faut lire les étiquettes et voir le pourcentage d'acides gras saturés et le pourcentage d'acides gras insaturés qu'il y a dans cette huile-là avant de l'acheter. C'est vrai que l'organisme a besoin d'acides gras saturés, mais il ne faut pas du tout en abuser. À tous ceux qui consomment excessivement d'huile, je leur demande tout simplement de réduire leur consommation en huile parce que consommer de l'huile de façon exagérée ne fait pas du bien à votre santé, aussi bien sur le court terme que sur le long terme. 12 décembre 2024, Cotonou est classée 6e ville d'Afrique la plus propre selon une publication de Jeune Afrique. Une place qui récompense les efforts consentis par le gouvernement dans le Grand Noukoué, mais aussi ceux des citoyens de la plus grande métropole du Bénin. Nous disposons des poubelles, soit dans la maison ou au portail un peu isolé, dans lesquels nous jetons des tas d'ordures pour que les gens viennent ramasser. Ceux-là avec qui on s'entend, et chaque mois ou chaque semaine, ils font le tour pour pouvoir vider ces poubelles. Que j'ai développé pour mettre mon environnement propre, il faut avoir des poubelles. Des poubelles pour que si on balaie, on mette les déchets dedans. Pour nous, est la ville de l'Afrique de l'Ouest propre, la plus propre. Je dois féliciter le gouvernement en place parce que c'est lui qui a initié beaucoup de la propreté dans la ville. Vous voyez ici maintenant, ici n'est pas comme ça avant. Ici n'est pas comme ça avant. Maintenant, la salubrité étant une affaire de tous, plusieurs autres acteurs de la protection de notre cadre de vie ont également contribué à ce score qui place Cotonou, la capitale économique du Bénin, sur l'échiquier international en matière de propreté. Et nous avons lancé un concours dernièrement Cotonou Ville Propre qui a été un grand succès. Et je pense que nous avons démontré au peuple béninois et à toutes les autres communes qui tardaient beaucoup à nous faire confiance, nous avons remporté la ville la plus propre de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est une fierté pour nous. Nous avons contribué, nous ne sommes pas que nous sommes les seuls à faire ce travail, parce que le gouvernement a travaillé, la GDS, la mairie, et tous ceux qui se œuvrent aussi, les autres ONG qui travaillent comme nous aussi, qui ont la même vision, le même esprit pour vouloir faire avancer la vie de Cotonou, que notre pays soit propre. Et surtout, tout ce travail abattu par rapport au gouvernement qui essaie de quand même rendre notre ville propre et de construire toutes ces routes et tout ce qu'on voit dans la ville de Cotonou. Des efforts remarquables qui forcent l'admiration, mais loin de dormir sur ses lauriers. Nombre de citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou pense qu'il faut maintenir le cap. Quand on parle de l'État, nous faisons partie des citoyens qui constituent l'État. Donc la propriété dépendra d'abord de nous. Déjà, j'ai un papier mouchoir, je finis d'en faire usage. Si je le jette par terre, là, je ne rends aucun service. Donc nous devons tous ensemble veiller à la propriété. Bon, quand nous sortons du pays, nous allons par exemple au Ghana, il n'y a pas ça. Personne ne jette des ordures par terre. Puisque vous allez voir partout les gens qui urinent le long des murs, des clôtures. Si on peut avoir aussi de petites toilettes un peu partout, jonchées dans la rue, ce serait bien. Comme conseil, je peux dire que rendre propre son entourage, c'est contribuer
au bien-être de tout un chacun de nous. Donc du coup, j'invite tout le monde à rendre propre l'entourage dans lequel il est pour contribuer au bien-être de tous. On appelle à toute la population du Bénin, je dis automatiquement du Bénin. D'abord, côté nous avons travaillé Bénin aujourd'hui, nous voyons comme parcours Djougou, Porte-Novo, Calavi, nous disons à tous les Béninois, avec ce qui Cotonou a eu dernièrement, ça peut se passer à Porte-Novo, à Parcours, à Djougou, à Lokossa. Le Bénin est impliqué pour les bons comportements. Le Béninois a commencé à comprendre, à avoir les bons comportements, mais nous allons essayer de continuer à pérenniser ce comportement, avoir ce bon comportement pour que nous puissions toujours œuvrer, avancer pour que notre ville de Cotonou soit toujours propre, être numéro 1, même dans le monde entier. Cette ambition commence déjà par un geste simple, éviter de jeter ses déchets par terre, car une ville propre est l'illustration d'une prise de conscience collective. Depuis le 31 décembre, le Sénégal et la Mauritanie ont commencé à exploiter du gaz offshore sur le champ de Grand Tortue à Meyim, situé à leur frontière maritime. Ce projet, d'une valeur de 7,5 milliards de dollars, devrait produire environ 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an. Parmi les entreprises impliquées, on retrouve BP, Cosmos Energy, la société mauritanienne des hydrocarbures et Petrosen du Sénégal. Cette étape, saluée comme historique par le ministre sénégalais du pétrole, marque un tournant pour ces deux pays qui comptent sur cette ressource pour dynamiser leur économie, notamment à travers les exportations et la consommation domestique. Après 20 mois de guerre civile, l'armée soudanaise accepte la médiation de la Turquie. Lors d'une rencontre à Port-Soudan samedi, le général Abdel Fattah al-Burhan, chef des forces armées soudanaises, a chargé la diplomatie turque de transmettre au président Recep Tayyip Erdogan l'acceptation officielle de la médiation. La Turquie, bien implantée en Afrique de l'Est, propose de mobiliser des acteurs régionaux pour tenter de résoudre ce conflit qui a déjà causé des dizaines de milliers de morts. L'initiative d'Ankara est particulièrement bienvenue dans un contexte de tension avec les Émirats arabes unis, accusés par le général al-Burhan de soutenir les forces de soutien rapide du commandant Mohamed Hamdan Daglo. En Éthiopie, une équipe médicale chinoise de l'hôpital ophtalmologique de Tianjin a lancé une campagne d'opération gratuite de la cataracte à l'hôpital Tirunesh Beijing d'Addis Abeba. Amsal Bailey, une bénéficiaire, exprime sa gratitude. Je suis tellement redevable à l'équipe médicale, cela fait plus de 2 ans et demi que je cherche un traitement auprès de différents hôpitaux sans trouver de solution. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir, mais aujourd'hui j'ai retrouvé l'espoir. 80 patients ont déjà été opérés avec succès. Ce projet offre également une formation précieuse aux médecins locaux. Le développement des compétences des professionnels de la santé va commencer ici. Les méthodes, les leçons et les interactions entre les membres du personnel vont apporter à notre communauté une nouvelle expérience de partage et de travaux pratiques. Ce projet ainsi que les aides que nous recevons nous tiennent vraiment à cœur. Cette initiative va durer une vingtaine de jours et devrait permettre à plus de 500 patients de recouvrer la vue. Dans la ville de Salé, Sahar El Maazouzi gère une boutique dédiée aux robes traditionnelles marocaines. Jeune créatrice de mode, Sahar propose des caftans et des vêtements emblématiques du Maroc qui revêtent une forte signification culturelle. Le caftan se décline sous diverses formes, couleurs et designs. Porté lors de célébrations, il est souvent richement orné de broderies, de perles et de motifs sophistiqués. Le pays ambitionne d'inscrire ses tenues traditionnelles sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Le caftan marocain est un costume traditionnel protocolaire typique du Maroc, caractérisé par ses différentes déclinaisons. Il est aussi bien porté par les hommes que par les femmes et les enfants. Il y a la djellaba, le kamis, la gandoura. Le caftan se compose d'une seule pièce, la takshita de 2 pièces et le caftan de la mariée peut comporter jusqu'à 3 ou 4 pièces. Dans cet atelier, chaque pièce est unique car elle est réalisée à la main après avoir choisi le tissu et pris les mesures du client.
Le caftan a évolué au fil des siècles, reflet des transformations culturelles et sociétales du Maroc. Autrefois porté principalement par les hommes, ce costume a été adopté par les femmes, ce qui l'a propulsé au rang d'icône de l'élégance féminine marocaine. Le caftan marocain possède une particularité unique qui le distingue du reste des tenues des pays arabes et islamiques. Et c'est la raison pour laquelle le Maroc a décidé d'inscrire le caftan sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Le Maroc a jusqu'à présent inscrit de nombreux héritages tels que l'Aïta et le Malhoun et d'autres richesses culturelles spécifiques au Royaume du Maroc. Cela enrichit la liste du patrimoine immatériel du Royaume du Maroc à l'UNESCO. Si cette inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO aboutit, le caftan sera reconnu aux côtés d'autres éléments emblématiques du Maroc tels que l'art gnawa, le couscous ou la dbourida. À Paris, lors de la conférence des ambassadeurs ce 6 janvier au Palais de l'Élysée, le président français a critiqué le manque de gratitude des dirigeants africains envers l'intervention militaire française. Pourtant, les faits témoignent d'une déroute historique. La France a perdu ses bases militaires au Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad et Côte d'Ivoire face à une vague de rejet populaire et politique. Le président français Emmanuel Macron attribue ces retraits au coup d'État, évitant d'admettre l'échec de sa politique et l'aspiration des peuples africains à une souveraineté réelle. En qualifiant ces revendications de panafricanisme de bonne aloi, Emmanuel Macron persiste dans une rhétorique perçue comme condescendante, infantilisante et empreinte des réflexes coloniaux. Nicolas Sarkozy jugé pour association de malfaiteurs. L'ex-président français comparaît devant le tribunal correctionnel de Paris aux côtés de 12 autres prévenus dans l'affaire du financement illégal de sa campagne victorieuse de 2007. Selon les accusations, fin 2005, Sarkozy, avec l'aide de ses proches collaborateurs Brice Hortefeux, Claude Guéant et Éric Woerth, aurait conclu un pacte de corruption avec le guide libyen Mouammar Kadhafi. L'accord prévoyait un soutien financier pour sa campagne électorale en échange de faveurs politiques. Nicolas Sarkozy, déjà condamné dans l'affaire Bismuth, fait face à des accusations graves. L'ancien président français risque jusqu'à 10 ans de prison et une amende d'environ 375 000 € pour corruption, détournement de fonds libyens et de financement illégal de campagne. Il pourrait également être privé pendant 5 ans de ses droits civiques. Le camp de Nicolas Sarkozy a vivement dénoncé les accusations, les qualifiant de fables et soulignant l'absence de preuves concrètes pour étayer les allégations. En revanche, les juges répliquent qu'il existe un faisceau d'indices soutenant ce financement illégal. Le coût officiel de sa campagne s'élevait à 20 millions d'euros. L'ancien président a également dénoncé ce qu'il considère comme une vengeance de la part du camp Kadhafi. Shamsuddin Jabbar, l'homme qui a foncé sur une foule à la Nouvelle-Orléans avec son véhicule le jour de l'an, était au Caire du 22 juin au 3 juillet 2023, puis est rentré aux États-Unis. Il s'est par la suite rendu en Ontario du 10 au 13 juillet. Le FBI n'a pas encore établi de lien direct entre ses déplacements et les motifs de son acte qui a fait 14 morts et une trentaine de blessés. Le suspect a été abattu par la police lors d'un échange de tirs sur les lieux de l'attaque. Les enquêteurs ont également révélé que Jabbar s'était rendu à 2 reprises à la Nouvelle-Orléans en octobre et novembre 2024. Il est arrivé la première fois le 30 octobre. Une vidéo rendue publique dimanche le montre dans le quartier français à vélo portant des métalunettes qui permettent d'enregistrer et de diffuser en direct. Au moins 4 personnes ont perdu la vie après que des tempêtes de neige violentes ont frappé plusieurs États des États-Unis ce week-end.
Ce phénomène, un vortex polaire en provenance du pôle Nord, s'est dirigé vers le sud, semant le chaos dans des États du Midwest au Mid-Atlantique. Le service météorologique national indique que 60 millions de personnes sont affectées. Des centaines de milliers de foyers ont été privés de chauffage et d'électricité. Les routes sont fermées en raison de l'accumulation de neige, paralysant des milliers de véhicules. Dans ce contexte, les écoles, de nombreux services publics, les bâtiments gouvernementaux et les entreprises n'ont pas eu d'autre choix que de fermer. L'aviation a également subi de graves perturbations, avec plus de 2500 vols domestiques et plus de 6500 vols internationaux annulés. Le service météorologique annonce que de nouvelles chutes de neige sont attendues. La tempête devrait commencer à se diriger vers l'est des États-Unis en direction de l'océan Atlantique dès mardi, avec des conditions difficiles qui persisteront toute la semaine.